Depuis que je prends des hormones, je suis super en forme. Paraît que les hommes aussi ont l'équivalent d'une ménopause. Les hormones bioidentiques, c'est complètement naturel. Savais-tu qu'on peut rééquilibrer ces hormones grâce à l'alimentation? Depuis un certain temps, les contenus relatifs aux hormones sont de plus en plus présents et populaires sur les réseaux sociaux. Dans des vidéos sur TikTok, Instagram ou YouTube, on affirme que les dérèglements hormonaux affectent une majorité de personnes. On assure qu'on peut rééquilibrer ces hormones grâce à l'alimentation ou par le jeûne. On dit qu'elles sont une véritable cure de jouvence. Ces affirmations peuvent séduire par leur apparente logique. Pourtant, elles reposent sur des idées simplistes et fausses qui peuvent entraîner des conséquences bien réelles. Il est donc important d'adopter un regard critique face aux messages qui promettent des solutions miracles, comme on le verra dans cet épisode. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Dans cet épisode, on va démystifier différentes croyances sur les hormones avec l'aide de ma collègue Kathleen Couillard, qui est journaliste scientifique chez Science Presse, qui approfondit ces questions dans plusieurs de ses articles. Allô, Kathleen? Allô, Eve? Alors, Kathleen, il existe beaucoup de contenus simplistes sur les hormones sur Internet et ça soulève des enjeux importants. Oui, et c'est important de préciser que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de discréditer, par exemple, l'hormonothérapie, qui peut être vraiment bénéfique dans certains cas, comme pendant la ménopause, par exemple. Mais ce qu'on veut surtout mettre en lumière, c'est les risques de simplifier de façon excessive le sujet des hormones. Là, trop souvent, on voit des messages qui vont simplifier beaucoup des mécanismes biologiques qui sont très complexes et c'est des discours qui risquent d'induire en erreur des personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes de santé. Oui, puis c'est pas toujours des personnes compétentes aussi qui vont s'exprimer, donc c'est important d'allumer son sens critique. Oui, l'éducation scientifique et l'esprit critique, c'est des outils fondamentaux pour éviter de tomber dans les pièges du marketing et des pseudosciences. Kathleen, on va commencer par l'idée qu'on peut ou qu'on doit même rééquilibrer ses hormones. C'est très populaire, surtout dans l'industrie du bien-être, ce genre de message. Oui, par exemple, il existe des livres de croissance personnelle qui sont même écrits par des médecins qui font la promotion de cet équilibre hormonal. Et parmi les personnes les plus actives, on va retrouver la docteure Erika Schwartz et le docteur Josh Axe, qui sont les auteurs de livres à succès. Qu'est-ce qu'ils disent essentiellement dans leurs ouvrages? Du côté de la docteure Erika Schwartz, elle fait la promotion des hormones bioidentiques. Et même elle va les appeler des hormones naturelles. Donc, elle voit ça comme une façon de prévenir les maladies. Et selon elle, il y a vraiment un lien direct entre l'équilibre hormonal et le bien-être. Donc, dans son livre, elle va proposer un plan hormonal de 30 jours pour se sentir plus jeune. Donc, c'est un plan qui combine surtout l'alimentation et l'exercice. Du côté du docteur Axe, diplômé en chiropratie et en nutrition, dans son livre, il va faire plutôt la promotion de la diète keto pour rééquilibrer les hormones. Et donc, si j'ai bien compris, c'est des auteurs là, qui prétendent que notre état de santé est déterminé majoritairement par nos hormones. Tout à fait. Là, selon eux, rééquilibrer nos hormones, ça permettrait de conserver la jeunesse, d'améliorer notre énergie, notre sommeil, notre libido ou même faciliter la perte de poids. Oui, donc pour y arriver, ces auteurs-là vont encourager les lecteurs à modifier vraiment de façon radicale leurs habitudes de vie. Et puis, il y a aussi beaucoup d'influenceurs là, sur TikTok qui font la promotion des contenus qui vont dans cette même veine-là. Oui, on en trouve vraiment plusieurs qui ont ce discours-là. Donc, de dire qu'on peut rééquilibrer les hormones pour venir à bout de différents problèmes de santé. Par exemple, j'en ai trouvé un dans mes recherches qui s'intitulait « Comment j'ai guéri mon déséquilibre hormonal en 28 jours ». Et ils vont proposer surtout des diètes pour restaurer les niveaux d'hormones là, à la normale. OK, des diètes, mais aussi des super aliments qui aideraient à résoudre toutes sortes de problèmes liés aux hormones, selon eux, là. Oui, il y a des allégations selon lesquelles il y a des aliments spécifiques, là, comme le cacao cru ou le vinaigre de cidre de pomme, qui peuvent, à eux seuls, équilibrer les hormones
et traiter des conditions comme, par exemple, le syndrome prémenstruel. Ah, le fameux vinaigre de cidre de pomme. Bon pour tout. Et comme on le répète souvent dans ce balado, quand on prétend qu'un seul aliment va régler une foule de problèmes, bien, ça devrait toujours éveiller notre esprit critique. C'est vraiment un drapeau rouge. Les experts spécialistes des hormones, les endocrinologues, sont très clairs à ce sujet-là. S'attendre à ce qu'un seul super aliment corrige des déséquilibres hormonaux, c'est complètement irréaliste. Mais les personnes qui font la promotion de ces diètes ont un discours simpliste et ça peut expliquer leur succès. Oui, parce que, comme c'est souvent le cas là, dans des discours un peu de pseudosciences, on va identifier une seule cause pour une multitude de problèmes de santé. Donc, la fatigue, les maux de tête, la déprime. Et ça, c'est un autre drapeau rouge là, auquel il faut faire attention. Offrir une solution simple comme contrôler son alimentation, c'est séduisant, mais le problème, c'est que ça marche pas. En 2019, justement, il y avait un nutritionniste britannique qui déplorait que ces régimes-là sont de plus en plus populaires, malgré le fait qu'il n'y a rien qui démontre leur efficacité. Puis il y a aussi le fait que équilibrer ses hormones, c'est un terme qui est vague et aussi trompeur. Oui, et les endocrinologues insistent là-dessus parce que chaque hormone a des fonctions distinctes et c'est donc impossible de réguler toutes les hormones simplement en changeant son style de vie. Bon, bref, il faut faire attention à cette idée qu'un déséquilibre hormonal soit la cause de tous nos problèmes. Kathleen, peut-être que la confusion vient aussi du fait qu'on comprend mal le rôle des hormones. Est-ce que tu peux nous résumer ça? Oui, bien, les hormones, ce sont des molécules chimiques qui agissent comme des messagères entre les différents organes. Donc, le but de ce système-là, qui est très complexe, c'est de réguler les différentes activités du corps. Et on en a évidemment plusieurs, tu l'as dit tout à l'heure, qui contrôlent plusieurs processus. Oui, donc pour en nommer quelques-unes là, rapidement, bien, on a les hormones féminines comme l'estrogène qui régule par exemple le cycle menstruel et qui maintient la santé osseuse. Du côté des hommes, on a la testostérone qui va réguler entre autres la libido. On a aussi une hormone comme le cortisol qui va aider le corps à réagir au stress ou l'insuline qui contrôle la glycémie. On connaît également bien la mélatonine qui régule le cycle sommeil-veille. Et finalement, il y a des hormones qui vont s'occuper plus spécifiquement de la croissance, de l'appétit, de l'humeur, etc. Donc, le niveau de ces hormones-là est très, très bien contrôlé et peut s'ajuster en fonction de différents facteurs pour s'assurer que tout fonctionne bien dans notre corps. Et donc, c'est normal que les niveaux d'hormones varient dans le temps. Oui, parce que les hormones nous permettent de nous adapter à la situation dans laquelle notre corps se trouve. Par exemple, on sait qu'il y a certaines hormones qui vont varier pendant la journée, comme les hormones thyroïdiennes ou le cortisol qui vont suivre un rythme jour-nuit. Mais un autre bon exemple, c'est lors d'un repas, le taux de sucre dans notre sang va augmenter. Donc, en réponse à ça, le pancréas va sécréter de l'insuline pour que le sucre soit utilisé par les cellules et que les surplus soient entreposés pour des besoins futurs. Donc, la quantité de sucre dans le sang va diminuer et la production d'insuline va faire la même chose. Pour ceux que ça intéresse, bien, sachez qu'on a un épisode sur les capteurs de glycémie. Et on a même un texte sur le sujet sur le site de Science Presse. En effet. Donc, les variations sont normales, mais parfois, ça arrive qu'on ait des variations qui sont anormales et ça peut causer parfois des problèmes de santé. Oui, mais il faut dire que c'est quand même assez rare. Les gens blâment rapidement les hormones, mais souvent, il y a d'autres raisons comme des mauvaises habitudes de vie qu'il faut fouiller en premier. Mais il y a quand même des cas où ce sont réellement les niveaux d'hormones qui sont en cause. Oui, bien sûr, il y a la ménopause dont on va parler tout à l'heure, mais il existe aussi des exceptions où les niveaux d'hormones sont vraiment beaucoup trop bas ou beaucoup trop élevés. Et là, dans ce cas-là, il s'agit d'une véritable maladie. Ça va d'ailleurs prendre généralement des prises de sang pour le confirmer. Et les plus courants, bien, on a le syndrome des ovaires polykystiques, l'infertilité, l'acné, le diabète ou les troubles de la thyroïde. OK, mais si on a ce genre de troubles-là, ce ne sont pas des troubles qu'on peut régler seulement en changeant son alimentation non plus. Non, des simples modifications de l'alimentation, ça ne sera pas suffisant pour faire disparaître ces symptômes. C'est des maladies qui nécessitent des vrais traitements médicaux. Cela dit, certaines habitudes alimentaires peuvent quand même avoir une influence. Par exemple, chez les gens qui ont un diabète de type 2, bien, la perte de poids peut être bénéfique pour améliorer le contrôle de la glycémie et même diminuer la gravité de la maladie. Au contraire, une jeune fille qui serait anorexique pourrait voir ses menstruations cesser puis réapparaître si elle revient à une alimentation normale.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de diète universelle qui serait appropriée pour éviter tous les troubles hormonaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nuances à apporter au discours qu'on retrouve en ligne. Et on retient que quand les niveaux hormonaux sont anormalement bas ou hauts, ben, l'alimentation ne peut pas nécessairement les rééquilibrer. Il faut parfois aller plus loin. Et ça, c'est avec une équipe médicale qu'on va le faire. Exactement. Maintenant, on va passer à la ménopause, qui est un vrai débalancement hormonal qui touche toutes les femmes un jour ou l'autre, Kathleen. Oui, à 51 ans, c'est déjà la moitié des femmes qui vont avoir connu la ménopause et les symptômes peuvent commencer une dizaine d'années avant les dernières menstruations. Donc, on sait qu'à partir de cette période-là, donc autour d'environ 40 ans, la production d'estrogène se met à diminuer rapidement et la production de progestérone aussi. En même temps, il y a d'autres hormones impliquées dans la reproduction, comme la FSH ou la LH, qui vont augmenter. Donc, c'est vraiment un très gros bouleversement hormonal qui se passe dans cette période-là de la vie d'une femme. Et ça vient avec beaucoup de symptômes dérangeants. Pas chez toutes les femmes, mais beaucoup vont ressentir des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, des sauts d'humeur. Est-ce que le fait de prendre des hormones peut aider? Oui, ce qu'on appelle les traitements hormonaux de substitution peuvent être utiles. Il y a des études qui ont démontré très clairement leur efficacité pour diminuer, par exemple, les bouffées de chaleur. Cela dit, au début des années 2000, il y a les hormones de remplacement qui ont eu vraiment mauvaise presse. Oui, donc dans les années 2000, comme tu le mentionnais, on a constaté qu'il y avait certains traitements qui pouvaient augmenter le risque de certaines maladies, comme le cancer du sein ou les accidents vasculaires cérébraux chez certaines femmes. Donc ça a créé beaucoup de craintes dans la population et comme tu le mentionnais, il y a des médecins qui ont carrément cessé d'en prescrire. Mais on a beaucoup d'études qui ont été faites depuis qui ont démontré que les bienfaits de ces traitements-là dépassent les risques pour les femmes qui ont des symptômes de ménopause qui nuisent beaucoup à leur qualité de vie, à condition, bien sûr, de ne pas avoir de contre-indications. Comme par exemple, chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, il faut être vraiment très prudent avec l'hormonothérapie. Oui, dans ces cas-là, il faut en parler avec un médecin là, pour vraiment analyser ses risques à soi. Là. Exactement. Mm-hmm. On entend beaucoup parler des hormones bioidentiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien, c'est effectivement un traitement qui n'est pas très bien compris. Les gens pensent que ce sont des hormones qui sont plus naturelles, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que dans les années 2000, l'hormonothérapie classique utilisait des hormones synthétiques qui avaient été isolées à partir de l'urine de jument. Et donc, par la suite, les hormones bioidentiques ont fait leur apparition. Et ce que c'est, en fait, c'est des substances chimiques qui sont dérivées des plantes, mais qui sont ensuite modifiées en laboratoire pour être identiques aux hormones humaines. Elles sont donc pas plus naturelles que celles utilisées dans le traitement classique. Oui, mais on entretient ce flou-là. Là. La docteure dont tu parlais tout à l'heure, elle dit carrément que c'est naturel. Là. Oui, effectivement, là, on utilise les deux termes de façon interchangeable exact. Alors qu'on ne devrait pas. Exact. Donc, et de plus en plus de femmes veulent se tourner justement vers les hormones bioidentiques. Est-ce que c'est forcément meilleur? Bien, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de réelle différence au niveau de l'efficacité. Par exemple, les résultats sont très similaires lorsque vient le temps de soulager les bouffées de chaleur ou de réduire les risques d'ostéoporose. On peut voir certaines différences au niveau des risques. Par exemple, l'estrogène bioidentique qui peut être utilisé grâce à un patch qu'on colle sur la peau augmenterait moins le risque pour la formation de caillots. Mais ce qu'on remarque, c'est que lorsque les hormones bioidentiques sont prises oralement, ben on voit plus cet effet-là. Donc, les scientifiques croient de plus en plus que c'est pas le fait que l'hormone soit bioidentique, mais plutôt la façon dont le traitement est administré qui ferait une différence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études qui comparent vraiment les deux types de traitements et on n'a pas beaucoup de données à long terme non plus sur la sécurité des hormones bioidentiques. Donc, il y a encore plusieurs points d'interrogation, on pourrait dire, autour des bienfaits supplémentaires des hormones bioidentiques. Effectivement. OK. J'ai entendu dire que plusieurs professionnels qui recommandent aux femmes de passer un test de salive pour mesurer leur niveau d'hormones et qu'on leur prépare ensuite en pharmacie un mélange d'hormones sur mesure. Je pense qu'on appelle ça une préparation magistrale. Est-ce que c'est utile de faire ça? C'est vrai qu'on fait de plus en plus ce genre de test et que ça a une certaine popularité, mais c'est pas du tout nécessaire. En fait, c'est probablement inutile parce que, contrairement à des maladies comme le diabète ou les problèmes de thyroïde, les niveaux d'hormones sexuelles vont fluctuer beaucoup pendant la périménopause. Donc, faire un dosage à un moment précis, ça ne permet pas de poser un diagnostic.
Et pour ce qui est des préparations là, faites en pharmacie, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada souligne que ce sont des produits qui n'ont pas été approuvés par Santé Canada. Donc, on ne sait pas s'ils sont sécuritaires et on n'a pas non plus d'études qui montrent que ces préparations-là seraient plus efficaces que les traitements traditionnels. Donc, c'est important de prendre des produits qui sont approuvés par Santé Canada. Tout à fait. Une chose importante aussi à dire là, quand on parle de l'hormonothérapie de remplacement là, pour la ménopause, c'est que ça comporte aussi des risques. Puis ça n'a pas été démontré bon pour tout, là, comme on le prétend souvent. Oui, d'ailleurs, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, ou l'INES, a fait un excellent résumé là-dessus. Donc, par exemple, on peut voir dans ce résumé-là qu'il n'y a aucune étude qui a pu démontrer que l'hormonothérapie était efficace pour diminuer les sauts d'humeur, l'anxiété, la dépression ou le gain de poids. On n'a aussi aucune donnée sur l'effet sur le vieillissement de la peau ou la santé des cheveux. Par contre, du côté des risques, les données sont plutôt contradictoires du côté du cancer de l'endomètre, de l'ovaire et pour la maladie d'Alzheimer. Mais on sait que l'hormonothérapie peut, dans certaines situations, augmenter le risque de maladie de la vésicule biliaire, de problèmes du système circulatoire ou de cancer du sein. Oui, donc encore des données là, qui devront se préciser là, avec davantage d'études. Oui, on va avoir besoin de plus de recherches sur le sujet. OK, donc si on résume, l'hormonothérapie de remplacement peut aider des femmes qui souffrent de symptômes de la ménopause, mais c'est pas non plus la fontaine de jouvence ou une potion magique. Et dans certains cas, même, c'est pas du tout indiqué, donc c'est important d'en discuter avec un médecin. Kathleen n'aime pas que les femmes à qui on propose des traitements hormonaux, il y a aussi les hommes. Dans les dernières années, les prescriptions de testostérone ont augmenté en flèche. Oui, jusqu'au début des années 2000, les prescriptions de testostérone pour des hommes de plus de 40 ans, c'était relativement rare. Mais depuis, ça a vraiment augmenté. Et selon une étude de 2017 qui a été faite aux États-Unis, cette augmentation-là, ça serait le fruit d'une campagne de marketing qui s'adressait directement aux consommateurs. Oui. Donc, les fabricants américains de testostérone ont développé des campagnes où ils parlent du faible taux de testostérone et des symptômes que ça peut provoquer, comme le manque d'énergie, une baisse de libido et la mauvaise humeur. Et ils suggéraient aux consommateurs d'en parler à leur médecin pour obtenir une prescription. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça fonctionne, ce marketing médical. Oui, aux États-Unis, la prescription de testostérone a augmenté de 65 % entre 2009 et 2013, Ouais. alors qu'en 2000, les prescriptions correspondaient à des ventes de 100 millions de dollars. 13 ans plus tard, c'était rendu un marché de 2,7 milliards. Impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour justifier son utilisation par les hommes d'âge mûr que l'industrie aurait recours à des termes comme ménopause masculine ou andropause. Est-ce que les hommes vivent vraiment une version masculine de la ménopause? Oui, cette idée-là d'une ménopause masculine, ça date des années 40 aux États-Unis. Mais en fait, ce terme-là, tout comme le terme andropause, c'est des termes qui sont trompeurs parce que les hommes ne vivent pas du tout la même chose que les femmes. Premièrement, la diminution de testostérone, elle est très graduelle. Ça commence à partir de l'âge de 30 ans et ça diminue d'environ 1,6 % par année. Deuxièmement, contrairement aux femmes qui vont complètement cesser de produire des ovules pendant la ménopause, la production de spermatozoïdes va continuer pendant plusieurs années chez les hommes. On le sait, là, il y a des hommes plus âgés qui ont des enfants. Et finalement, c'est pas tous les hommes qui vont être touchés par une baisse significative de la testostérone. Par exemple, on estime que c'est seulement 30 % des hommes de plus de 70 ans. D'accord. Donc, moins de diminution abrupte et souvent beaucoup plus tard en âge que chez les femmes. Mm-hmm. Et ces personnes-là ne souffrent pas nécessairement de symptômes, j'imagine, mais il y a quand même des hommes qui connaissent des symptômes qui s'expliquent par une baisse de la testostérone, j'imagine. Oui, les chercheurs appellent ça le déficit androgénique lié à l'âge. Et donc, ça a été très, très bien étudié en 2010. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que plus la testostérone diminue, plus certains symptômes risquent de faire leur apparition. Donc, par exemple, une réduction de la fréquence des érections matinales ou des pensées à connotation sexuelle, des problèmes érectiles, mais aussi une incapacité à marcher plus d'1 kilomètre, une perte d'énergie, de la tristesse ou de la fatigue. Mais avant de conclure à un diagnostic, les chercheurs ont établi qu'il fallait respecter certaines conditions. Donc, présenter au moins 3 symptômes sexuels
et avoir des niveaux de testostérone qui sont inférieurs à 11 nanomoles par litre. Et lorsqu'ils se sont basés sur ces critères-là, ce qu'ils ont observé, c'est que c'est seulement 2,1 % des hommes de 40 à 79 ans qui souffriraient d'un déficit androgénique lié à l'âge. OK, donc pas énorme. 2,1 %, c'est pas beaucoup. Et est-ce que les traitements de testostérone sont efficaces pour ces personnes-là? Oui, chez les hommes avec un diagnostic de déficit androgénique, les suppléments de testostérone vont être efficaces pour améliorer la libido et les érections, puis ils vont avoir aussi un effet modeste sur l'humeur. Par contre, le Collège américain des médecins ne recommande pas de prescrire des suppléments de testostérone à des hommes âgés dans le seul but d'améliorer l'énergie ou la vitalité ou le fonctionnement physique et cognitif. L'autre chose qui est importante de se rappeler, c'est qu'il existe très peu d'études sur les bénéfices à long terme des traitements à base de testostérone. Dans notre balado sur la sexualité masculine, l'épisode 26, il y a le psychologue David Lafortune qui nous mettait en garde contre les effets secondaires potentiels de la testostérone. Il ne faut pas les négliger non plus, il y en a. Oui, il y a des effets indésirables. Ça peut aggraver l'apnée du sommeil, ça peut créer des comportements irritables ou de la colère. Ça peut augmenter aussi le risque de problèmes cardiovasculaires. Et plus rarement, c'est d'ailleurs même un peu controversé, il pourrait avoir des risques de cancer de la prostate. Kathleen, je comprends en résumé que l'andropause est controversée. Oui, il y a carrément un endocrinologue australien, David Andelsman, qui parle d'une maladie inventée qui contribue à pathologiser la vieillesse chez l'homme. Donc, selon lui, avant de conclure à un problème de testostérone, il faut éliminer les autres causes possibles, comme les mauvaises habitudes de vie, le stress ou le burn-out. De plus, certaines maladies, comme l'obésité ou le diabète de type 2, peuvent aussi affecter les niveaux de testostérone. Donc, selon ce médecin, ça serait plutôt l'accumulation de différentes maladies avec l'âge qui serait responsable de la chute de testostérone qu'on observe parfois. Évidemment, si on a des doutes sur notre santé hormonale, il vaut mieux en parler avec un médecin et on n'achète pas ça en ligne. Effectivement. Pour terminer, Kathleen, on peut rappeler qu'il faut faire attention aux discours qui prétendent que tous les problèmes de santé sont reliés à un débalancement hormonal, se méfier aussi des régimes qui vous promettent de régler vos problèmes hormonaux et ne pas voir la prise d'hormones comme un traitement miracle. Oui, il faut vraiment faire attention aux discours simplistes quand on parle de santé. Cela dit, évidemment, une alimentation équilibrée, ça fait pas de tort. Oui, donc ce sont les conseils traditionnels, consommer une variété d'aliments entiers comme des fruits et légumes riches en fibres, des légumineuses, des protéines maigres, des bons gras comme les oméga-3 qui sont présents dans le saumon, les sardines et les noix. Et maintenir aussi un mode de vie sain, ça peut aider. Oui, on a tendance à sous-estimer le sommeil, donc se coucher et se réveiller à une heure fixe pour dormir suffisamment, bien gérer son stress et faire de l'exercice. Peut-être rappeler que c'est important de consulter un médecin avant de s'auto-diagnostiquer un problème hormonal. Oui, avec un vrai diagnostic établi par un médecin, ça va être possible d'établir un bon plan de traitement qui va être bien adapté à la situation. Absolument. Merci, Kathleen. Je rappelle que tu as écrit quelques articles sur les hormones. Je vais mettre les liens dans les notes du balado. Je vais aussi mettre des hyperliens vers nos épisodes sur la sexualité masculine et la glycémie. Donc, 2 épisodes qui sont complémentaires à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Invité Kathleen Couillard, à la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, au mixage sonore Jonathan Doyon, à la production et à l'animation moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.